Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire. Mi-août 1977, nous voilà plongés dans une guerre entre deux nations africaines. Cela fait presque un mois que les troupes somaliennes ont débuté l'invasion de l'Éthiopie, et si la réalisation de leur objectif, c'est-à-dire la conquête de l'Ogaden, est presque achevée, ils n'ont cependant pas réussi à s'emparer du triangle Jijiga, Harar, Dire-et-Diwa. C'est donc le prochain objectif des Somaliens, et ce sera l'objet de nos deux prochains épisodes intitulés La bataille des villes. Pour s'attaquer à ces villes, les Somaliens vont d'abord se réorganiser. Alors malheureusement, on n'a aucune source qui fait la mention des positions exactes de chacune des unités somaliennes. On sait que en gros c'est un secteur qui est dévolu à la 26e division et donc à ces brigades, mais la position exacte, ça, je serais incapable de vous les donner. Toujours est-il que ce redéploiement, il va prendre 3 semaines. Ces 3 semaines, ça représente un temps précieux que l'Éthiopie va mettre à profit pour organiser sa défense et construire des positions solides dotées de champs de mines. Ça va lui permettre également de mettre en action 2 nouvelles divisions, la 2e et la 5e de la milice. Donc désormais, le dispositif est disposé comme suit. Les restes de la 3e division sont chargés de protéger la zone située entre Harar et Jijiga. Et pour cela, elle est appuyée par la 2e division de la milice qui est arrivée dans la zone le 28 juillet. Quant au secteur situé entre Harar et la rivière Awash, ça c'est dévolu à la 2e division de la milice qui est également appuyée par le 219e bataillon de la division Flamme, la 5e division. Les groupes paramilitaires et la garde révolutionnaire du peuple servent quant à elles de réserve. Alors l'ensemble de ce front de défense, qui est renommé le front d'Ararg, c'est le nom de la circonscription administrative située dans le secteur, est confié au colonel Haïl Mariam Abera, dont je n'ai malheureusement trouvé aucune photographie. Contrairement à ce que s'attendait Haïl Mariam Abera, ce n'est pas sur Jijiga que les Somaliens vont porter leur premier effort, mais sur Dire-et-Dawa. Alors, il est vrai que Jijiga est une ville qui semble plus à portée des troupes somaliennes. Mais le choix de Dire-et-Dawa paraît stratégique et tout à fait logique. La ville, en fait, est un carrefour routier. Et si jamais les troupes somaliennes s'en emparent, cela signifierait que toute la partie de l'armée éthiopienne qui est située plus à l'est, serait coupée de leur base arrière et donc serait forcée de quitter ce territoire, dont Jijiga justement. En plus, le contrôle du chemin de fer de la Wash permettrait d'étrangler économiquement le pays. Donc l'attaque débute le 17 août, elle est menée par une force constituée de 2 brigades motorisées, dont la 15e, et ça pour le coup on le sait, un bataillon de chars de la 14e brigade blindée, 2 bataillons d'artillerie, une batterie de défense anti-aérienne ainsi qu'une autre de lance-roquettes. Cette force se déplace de nuit depuis le secteur d'Arewa en direction du nord-est de la ville de Dire-et-Dawa. Alors l'objectif, en fait, c'est de contourner le gros des forces éthiopiennes qui, elles, étaient plutôt placées au sud-est de la ville. Ces forces éthiopiennes sont les suivantes. Le 201e bataillon de la division Nebelball, la 2e division de la milice, le 78e bataillon, le 780e bataillon du 78e régiment, 4 compagnies mécanisées et une section de 2 chars M47 du 80e bataillon de chars. Donc, non seulement il y a, vous pouvez le voir sur la carte là, une volonté de contourner, mais il y a aussi une volonté de surprendre. Et c'est pour ça que le déplacement se fait de nuit. Mais qui dit déplacement de nuit dit aussi beaucoup plus de difficultés dans les déplacements. Un déplacement qui ne se fait pas sans encombre. 3 chars, par exemple, sautent sur des mines. L'attaque débute à 4h30. Et là, évidemment, elle surprend totalement les défenseurs qui s'attendaient, eux, plutôt à une attaque sur Jijiga et certainement pas dans leur ville. Le 780e bataillon qui tenait ses positions sur la colline Chilin qui surplombe la ville au nord perd pied.
ce qui permet aux Somaliens de débouler dans le nord de la ville, ce qui va forcer l'aviation éthiopienne à intervenir pour tenter de ralentir la progression. Alors c'est à cette occasion que Petros, dont on avait déjà parlé dans l'épisode précédent parce qu'il a été l'auteur de la première victoire aérienne de l'histoire de l'Éthiopie, il va abattre à cette occasion son deuxième MiG-21 à l'est de la ville. Mais cette intervention ne permet pas de stopper la progression somalienne. À 15 heures, des T-54 somaliens vont pénétrer dans l'aéroport. Et là, je vous laisse imaginer la scène. Des T-54 comme ça qui déboulent sur un aéroport dans lequel vous avez des avions qui sont alignés comme ça sur la piste. Eh bien, c'était un carnage. Les chars ont détruit à bout portant un T-28 et 8 Saab B-17 du 3e escadron. Alors vous me direz, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais à la limite ce ne sont que des avions d'entraînement, c'est beaucoup moins grave que si ça avait été des F-5. C'est vrai, hein, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu moins de précautions, parce que je pense que ça aurait été des F-5, bon, ils n'auraient pas déjà été laissés ici, et ils les auraient pas disposés ainsi. Mais toujours est-il que là, les Somaliens ont fait plus de destruction parmi les avions éthiopiens que durant toute la guerre. Alors, ils ne vont pas s'en prendre seulement aux avions, mais également aux infrastructures qui sont tout autour. Le réservoir d'essence, le contrôle aérien, les baraquements ainsi que quelques usines situées à proximité sont détruits. Alors, à ce moment-là, la situation est un peu chaotique. Ils sont en train de perdre la ville, les Éthiopiens, mais heureusement, des renforts constitués de miliciens et d'éléments de la division Nebelball sont envoyés depuis Harar, qui est situé à 50 km au sud, et ils vont lancer une contre-attaque vigoureuse le 18 au matin. Alors je peux vous dire que les combats ont été sauvages, hein. Stéphane Mantoux nous parle par exemple d'un lieutenant nommé Mitikou qui va se lancer sur un char somalien pour y balancer une grenade, sûrement à travers une trappe, ce qu'il parvient à faire, sauf que juste après, il se fait abattre par un sniper. Alors les combats restent indécis, et c'est depuis les airs que la décision sera prise. Tiens donc. Les F-5 éthiopiens et les chasseurs bombardiers Canberra décollent depuis la base de Debrecen et vont effectuer 68 sorties sans la moindre opposition de l'aviation somalienne, ce qui leur permet tranquillement de larguer leurs bombes, dont certaines au napalm. Et là, c'est un second carnage qui s'opère, mais cette fois-ci, c'est parmi les chars somaliens. 16 T-54 sont détruits. Je vous montre cette photographie qui présente un T-54 somalien retourné. Alors, comment il s'est retrouvé dans cette situation Est-ce que c'est par l'effet de souffle d'une bombe éthiopienne, ou est-ce que dans la panique, son conducteur a fait n'importe quoi et est tombé, je ne sais pas, sur le côté d'une route, on ne sait pas, la photo ne le précise pas. Mais preuve s'il en faut, la 15e brigade d'infanterie, rien que dans l'attaque aérienne, perd 40% de ses effectifs. L'aéroport finit par être repris, et les Somaliens finissent par lâcher l'affaire. Ils battent en retraite en abandonnant en même temps une quantité de matériel qui seront autant de trophées, parfois réutilisés par les Éthiopiens. Le 19 août, un premier MiG-21 pointe le bout de son nez, mais il est aussitôt détecté par le radar de Karamara. Il est pris en chasse et abattu par un F-5. C'est donc une défaite somalienne cinglante, qui est à mettre au compte de la mauvaise coopération interarmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les blindés T-54 sont arrivés à l'aéroport, ils ne sont pas suivis par l'infanterie qui a du mal à soutenir le rythme. Et puis de toute façon, l'offensive est trop tardif. Ça fait quand même déjà 1 mois que la guerre a débuté, et donc même s'ils ont été surpris au début, les Éthiopiens, ils ont quand même eu le temps d'installer des positions de défense assez solides. Et elle met aussi également en exergue la supériorité aérienne d'Addis Abeba, qui s'avère là décisive. C'est depuis les airs que la bataille s'est jouée. La bataille de Dire Dawa est un tournant dans la guerre. C'est la véritable première défaite de l'armée somalienne. Alors certes, il y avait eu la première tentative de s'emparer de la ville, mais c'était pas vraiment une bataille rangée. Là, il s'agit d'un véritable coup d'arrêt.
D'autant plus qu'au sud-ouest de l'Ogaden, ils sont également mis en échec devant Néguélé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre éclair a définitivement pris fin et laisse place à une guerre de position, une guerre d'attrition que la Somalie a toujours voulu éviter. Et cette guerre, désormais, va se jouer dans ce triangle infernal. Dans les airs, les nuages noirs s'amoncellent également pour les forces aériennes de Mogadiscio. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous et qui me demandait pourquoi l'aviation éthiopienne, sa supériorité étant connue, n'a pas davantage soutenu les troupes au sol. Alors, j'ai pas le temps de citer tous les éléments de réponse, hein, je vous renvoie à la description en dessous de la vidéo, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, il faut comprendre que c'est facile pour nous d'analyser les choses a posteriori, mais sur le moment, je suis pas sûr que l'état-major éthiopien ait été conscient de cette supériorité. Il faut parfois du temps pour percevoir les choses. Et c'est justement après un recoupement de toutes les victoires au cours du mois de juillet que celui-ci s'est dit que peut-être qu'il pouvait utiliser de façon plus poussée ces appareils. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit les F-5 soutenir la défense d'Ire Dawa. Et même bien plus que cela, parce que l'aviation éthiopienne va, à partir du mois d'août, sortir de son rôle purement tactique pour opérer des attaques stratégiques sur les arrières de leurs adversaires. Alors sur les colonnes, sur les convois, les lignes de ravitaillement, ce qui va être un fléau pour les Somaliens. Et le 12 août, vous avez carrément 4 F-5 et des Canberra qui vont attaquer la base aérienne de Dargeza en Somalie. Alors une attaque dont on connaît tous les détails, parce qu'il se trouve que dans cette base, il y avait un conseiller soviétique qui s'appelle Kochelev et qui a décrit ce qu'il a vu. Donc ce dernier nous explique que durant la journée, il a aperçu au loin 4 points dans le ciel. Donc surpris, il interpelle la tour de contrôle, dont l'homme ne semblait pas vraiment stressé par la vie parce qu'il était en train de boire son café, et la seule chose qu'il lui a répondu, c'est que il devait s'agir d'avions somaliens qui rentraient probablement de la base. Donc vraiment pas inquiété, hein. Sauf que cette absence de réaction des Somaliens a permis aux attaquants de s'approcher. Ils commencent d'abord par s'en prendre à la piste, l'objectif étant, bon évidemment détruire la piste, mais surtout d'empêcher des avions qui auraient pu réagir de décoller. Il faut savoir que sur cette base aérienne, il y avait 2 MiG-21 et surtout les 3 seuls bombardiers dont disposait la Somalie, les 3 bombardiers Ilyushin 28. Et c'est justement contre ces bombardiers que les chasseurs et les Canberra vont ensuite s'en prendre en tirant des roquettes. Donc il y a l'un des Ilyushin 28 qui est détruit. Puis ensuite, c'est le dépôt d'essence avant de s'en prendre à la tour de contrôle. Mais là, Kochelev nous dit que il s'est réjoui que les appareils n'aient plus de roquettes parce que ils avaient tous été tirés contre les avions au sol, parce que sinon lui aussi il serait passé. Donc du coup la tour a été épargnée. Mais quand il est sorti, du coup il s'est aperçu que la base était entièrement en flammes et que tous les autres appareils avaient été détruits. Voilà. Donc je donne pas plus de détails. De toute façon, je reviendrai sur cette suffisance, sur cette négligence des Somaliens concernant la protection des bases aériennes. Voilà, c'est sur ce grand coup d'arrêt de l'avance somalienne et sur ce raid audacieux des pilotes éthiopiens que nous allons nous quitter. Alors attention, hein, la Somalie est toujours à l'initiative, elle n'a pas perdu la main, mais ça on le verra dans le prochain épisode. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez des questions. J'espère que vous avez remarqué les efforts que j'ai fait dans les animations. Ça me prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'il n'y a aucune carte officielle qui a été faite sur ce conflit, et moi ça me frustre un peu. Donc je l'ai fait moi-même, alors évidemment en m'appuyant sur des cartes modernes. Il faut savoir juste que les villes sont un petit peu plus grandes qu'autrefois, mais sinon sur le fond ça ne change pas grand-chose. Donc ça me prend beaucoup de temps, parfois je vais pousser le détail assez loin. Par exemple, quand vous entendez un bruit de char, parce que si c'est un T-54, vous allez vraiment entendre un bruit de T-54. Hein. Je me moque pas de vous, hein, quand même. Hein. Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps, des après-midi entières. Donc j'espère que ça vous rendra en tout cas plus agréable la vision de ces épisodes.
Et avant qu'on ne se quitte, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est concernant l'actualité, faites bien attention. Si vous la suivez, vous savez que la bataille d'Idlib est sur le point de débuter. Alors je vais essayer de faire avant cela une petite vidéo récapitulative, une petite vidéo toute simple qui va permettre de montrer un peu les forces en présence, hein, de resituer les choses. Deuxième chose, je voulais faire de la publicité pour un groupe Facebook qui s'appelle Les Grandes Batailles de l'Histoire. Vous voyez, c'est pratiquement le nom de ma série, mais c'est un hasard, hein. Quand vous en êtes membre, ce qui est bien, c'est que tous les jours, vous avez des personnes qui publient des choses sur telle ou telle bataille ou telle guerre. Donc c'est sympa, et puis parfois, vous avez des gens qui ont des vraies connaissances très pointues, et ça permet d'avoir quelques informations que vous ne pouvez pas avoir. Donc moi, je vous encourage à y aller. Bon allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, longue vie et prospérité.